Bonjour de nouveau. Nous allons aborder la quatrième étape de notre présentation des formations air comprimé de l'HET EAC, études air comprimé. Nous sommes basés à Angles-sur-l'Anglin. Notre site internet airprofil.com pourra vous donner quelques informations sur les prestations principales qui concernent les campagnes de mesure, les plans de comptage en prestations. Mais là, nous décortiquons un peu le contenu des études et l'état d'esprit dans lequel nous pensons le faire. Donc, je vous rappelle un peu la démarche générale. Les formations doivent répondre à un besoin de clients adultes. On essaye de les présenter dans ces vidéos, parce qu'on est limité par le temps et parce que votre temps est précieux, en évitant les bavardages. Donc on va essayer de se concentrer sur un élément bien précis, de manière à ce que vous puissiez éventuellement travailler utilement pour réfléchir à un contenu de formation que vous nous demanderiez. Nous essayons également de coopérer avec divers experts, les gens qui chez le client ont des compétences, et puis quelquefois des retraités ou des chercheurs jeunes quelquefois qui pourraient être utiles et présenter des visions différentes. Les stages que nous allons présenter aujourd'hui, ce sont les 2 derniers stages de notre série qui en comporte 5. Le stage traditionnel, on commence à vous expliquer qu'il y a 21% d'oxygène dans l'air comprimé. Comme c'est un truc sur lequel on ne peut pas faire grand-chose, ça m'a toujours paru un peu bizarre d'y attacher tant d'importance, mais en même temps, il y a certaines applications de l'air comprimé qui servent à la respiration humaine et on peut être amené quelquefois à s'intéresser puissamment et précisément à la qualité, à l'absence de polluants et au fait qu'il y a suffisamment d'oxygène pour permettre la vie de l'homme. Sinon, on peut mourir d'anoxie. Les 2 points que nous allons aborder aujourd'hui, ce sont les stages donc conception. Le stage conception d'une installation d'air comprimé. Et ce sera ensuite le stage audit. Conception et audit. En ce qui concerne la conception, le contenu de stage, bien sûr, peut être adapté à vos besoins. On va, en grande partie, le proposer sous forme de vidéos qui seront gratuites, qui vous permettront de vous former vous-même à 80% de votre besoin, simplement en écoutant des vidéos et puis en vous documentant un peu. Néanmoins, il y a 2 ou 3 points qui sont très particuliers dans notre démarche. Premièrement, pour la conception, nous partons toujours d'un cahier des charges fonctionnel ou d'une expression fonctionnelle du besoin. Ce sont des expressions qui ont été normalisées en France, vous voyez. Ce sont des normes un peu abstraites, qui ont été, comment dirais-je, quelquefois jugées un peu lourdes, vous voyez. Donc, il ne s'agit pas non plus de faire quelque chose d'extrêmement, de forcément trop lourd, mais à un moment donné, le concepteur doit avoir un cahier des charges, vous voyez. Il faut être assez précis. Si vous demandez à un concepteur de vous donner un débit moyen sans tenir compte des variations, vous aurez des chutes de pression, les compresseurs vont démarrer, les compresseurs de secours vont démarrer, il y aura un tas d'éléments complexes. D'autre part, il est nécessaire de tenir compte un peu des usages de l'air comprimé, des risques pour votre process si l'air comprimé est mal fait. Enfin, dans la conception, je dirais que les aspects qui sont vraiment importants, c'est de savoir si il faut récupérer des compresseurs existants ou pas. C'est un des points les plus délicats. Donc, l'état des lieux de l'existant, s'il y a un existant, c'est quelque chose de plutôt important dans le domaine de la conception. Très souvent, les gens qui font un projet d'air comprimé ont tendance à remplacer un compresseur de 90 kW par un autre compresseur de 90 kW. C'est toujours plus facile de garder la même structure. Et donc, très souvent, l'état des lieux de l'existant, savoir si l'existant est adapté aux besoins, n'est pas suffisamment pris en compte par les concepteurs, à mon avis. Voilà. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est bien sûr le projet. On va définir un projet, c'est-à-dire un schéma décrivant la centrale d'air comprimé, le réseau de distribution et le raccordement des divers usages. Mais on va parler aussi de l'instrumentation du projet. Alors c'est un point qui est souvent négligé.
Mais je vous prends un exemple, nous sommes amenés à intervenir quelquefois pour vérifier, lors d'essais de réception, que les compresseurs qui ont été installés et vendus ont bien les caractéristiques réelles, proches des caractéristiques nominales qui ont été garanties par le vendeur ou par l'installateur. Très souvent, le concepteur nous a contrariés. Il a mis des compresseurs très près du collecteur d'air humide, par exemple, de sorte que nous ne pouvons pas installer de comptage pour faire ces essais de réception dans de bonnes conditions. Il faut, pour faire une mesure de débit, qui est un des éléments d'un essai de réception de compresseur, il faut évidemment des longueurs droites. Vous voyez, ces longueurs droites sont quelquefois complètement insuffisantes pour réaliser les mesures, de sorte qu'on se retrouve avec des gens qui vous mettent un débitmètre, qui vous disent on a trouvé telle valeur de débit, 3000 m3, et ils vous disent attention, le problème qu'on a, c'est que notre débitmètre il est à 3% près habituellement, mais là on pourrait avoir 10% d'erreur parce qu'on est juste à la sortie d'un coude. C'est l'ordre de grandeur de l'erreur qu'on peut faire. Voyez. Donc, pouvoir instrumenter un projet est un élément important de l'étude de conception. Savoir si on va aussi instrumenter les usages de l'air comprimé. Parce que si vous avez un usage de l'air comprimé qui, dans une station où en moyenne vous avez 3000 m3, vous prend 5000 m3 en valeur instantanée, on a eu des cas similaires sur des systèmes de transport de wagons sur des stations à coussin d'air. Vous voyez, ces trucs-là consomment énormément d'air. L'instrumentation du projet peut passer par l'instrumentation de l'usage final. Enfin, un élément sur lequel on peut apporter quelque chose peut-être, sachant que je dirais que dans ce domaine-là, ça s'éloigne un peu de notre expérience directe, c'est l'ordonnancement du projet. L'ordonnancement du projet est quelque chose d'un peu délicat, et nous avons, dans ce domaine-là, étudié une méthode qui semble intéressante, qui s'appelle Critical Chain. C'est une méthode déjà ancienne, mais qui permet normalement d'organiser les chantiers sans qu'il y ait des dépassements de délai excessifs, en fait en évitant les dépassements de délai par différentes techniques d'ordonnancement. Voilà. On découvre par exemple qu'il n'y a aucune raison, si une tâche n'est pas sur le chemin minimal, il n'y a aucune, sur le chemin critique, vous voyez, il n'y a aucune raison de la faire à l'avance. Vous voyez, c'est le fait de faire gagner, de travailler à l'avance sur ce morceau de chantier qui n'est pas critique, ne fait rien gagner, et on peut très bien le faire un peu plus tard, vous voyez, dans le cours du chantier, un moment où on a déjà terminé d'autres tâches, ce qui présente différents avantages. On n'a pas tout à traiter en même temps le premier jour du chantier. Voilà, ces éléments-là ne sont pas inintéressants, ce n'est pas notre activité principale, c'est un élément néanmoins sur lequel on peut avoir besoin un jour de vrais spécialistes pour nous aider. La deuxième activité, c'est l'audit. Un audit chez EAC, on le décrira comme prestation. Ici, on va vous former à comprendre ce que c'est. Donc, il faut des buts. Des buts d'audit, c'est extrêmement important. Souvent, le but, c'est de minimiser une dépense ou de maximiser une utilité. On peut en parler de manière plus détaillée. On va examiner des schémas dans un audit. J'ai fait une découverte qui m'a vraiment surpris, vous voyez. Un jour où un client m'a reproché de ne pas avoir mis de schéma dans mon rapport d'audit. Il m'a dit, il n'y a même pas de schéma, vous voyez. En général, moi je mets un schéma dans mes rapports d'audit quand j'ai quelque chose à dire sur le schéma, vous voyez. Et j'avais estimé qu'en l'occurrence, une station extrêmement simple, avec un seul compresseur, un sécheur et le réseau, mettre un schéma était un peu superflu, vous voyez. Je n'avais pas trouvé, peut-être que j'étais négligent ce jour-là, mais ça ne me semblait pas essentiel parce que je n'avais pas grand-chose à dire sur le schéma. J'ai donc examiné ce que faisaient mes confrères, vous voyez, et ce que j'ai fait moi-même un peu partout, vous voyez, et j'ai découvert que j'avais tendance à dire des choses sur le schéma quand il y avait des choses à dire. C'était ma démarche personnelle. J'ai constaté aussi que nos confrères, très souvent, vous mettent un schéma qu'ils considèrent comme auto-explicatif. Très peu d'ingénieurs, dans le domaine de l'audit air comprimé, mettent un schéma et en disent quelque chose. Le plus souvent, ils vous font un schéma extrêmement détaillé, inutilement détaillé, je dirais, et qui ressemble presque à un plan, vous voyez, de l'existant,
Et quand on leur pose la question, qu'est-ce que tu as à en dire? Bon, ils n'en disent pas grand-chose. Pourquoi tu as mis le schéma? Une réponse qui m'a été faite, c'est voilà, j'aime bien un schéma très détaillé avec les entrées, les aérations, etc. Parce que quand je le vois, ça me permet de me souvenir de cette installation 2, 3, 4 ans après, si le client nous rappelle. Voyez. Donc le schéma joue un rôle de mémotechnique, voyez, pour se souvenir d'un truc sans qu'il soit essentiel à l'analyse. Donc pour moi, je dirais faire des schémas pas trop détaillés, mais les commenter. Ensuite, on a une activité qui est toujours importante, c'est les mesures, les résultats de mesure. Et là, j'ai fait une autre découverte. Vous voyez, en matière de résultats de mesure, les gens qui, comme nous, faisons des mesures, on nous demande quelquefois de mesurer toutes les secondes pendant une semaine, vous voyez, des trucs incroyables, très souvent avec 30 ou 40 voies de mesure en même temps. Très souvent, on a du mal à regarder ces mesures en détail, vous voyez. Alors, les mesures, il faut les regarder. C'est un point important. Pour le reste, je dirais qu'on peut examiner également les historiques. Les historiques sont souvent pleins d'enseignements, l'historique de maintenance, les événements indésirables qui sont survenus. Et puis on a ensuite différents éléments d'analyse. Ce sont des heuristiques. Hein. On a des heuristiques qui viennent de l'analyse de la valeur, supprimer. Quand on peut supprimer une consommation d'air comprimé, c'est une assez bonne affaire, vous voyez. On va chercher à réduire. On peut être amené à améliorer la qualité, vous voyez. C'est un point qu'on va aborder en donnant des exemples de cas où c'était nécessaire. On peut enfin créer une installation de secours. Voilà un groupe d'heuristiques qui nous vient de l'analyse de la valeur. On en a d'autres, hein. On a certaines méthodes d'analyse qui viennent, par exemple, de l'analyse de la complexité, vous voyez, de la variabilité des choses, des incertitudes. Tout ça débouche sur des voies de travail, avec en général, dans une structure d'audit, un retour qui permet, ici, de recommencer le cycle d'audit, de manière à avoir une amélioration continue, en tout cas un maintien de l'attention sur l'installation d'air comprimé. Voilà pour ce stage, j'espère qu'il vous sera un peu utile. Je vous remercie de votre attention.